Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va attendre quelques minutes le temps que les participants rejoignent le webinaire et puis on commencera peut-être dans 2-3 minutes. En attendant que les personnes se connectent, je vais peut-être faire je vais ouvrir le micro d'une personne juste pour tester le son et savoir si vous m'entendez bien. Donc je prends une personne au hasard. Alors je vais ouvrir votre micro juste pour savoir si vous m'entendez bien et si je vous entends. Donc par exemple, je ouvre le micro de Agnès de Balazi, si j'y arrive, bien sûr. Ok, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, bonjour. Bonjour, parfait. Bon, ce sera le petit Je le test. raccroche alors. Enfin, je Voilà, c'est ça. raccroche pas, je coupe mon micro. Non, vous ne raccrochez surtout pas. Je ne Vous coupez raccroche surtout pas, mais je coupe le micro. Très bien, merci à vous. Je vous en prie. Donc, on va encore attendre une petite minute et on pourra commencer. Ok, bah écoutez, je vais vous proposer de commencer tout de suite. Je pense qu'il manque quelques personnes, mais ils rejoindront la séance en cours de route. Donc bah, déjà, bonjour à tous et merci de me rejoindre sur sur ce webinaire pour vous présenter une introduction à nos solutions d'archivage. Donc je me présente, je suis Rabat Amouche, je fais partie de l'équipe avant-vente et produits chez Everteam depuis maintenant 5 ans et donc je suis en charge des solutions logicielles que l'on commercialise.
autour de la gestion documentaire et notamment donc de l'archivage. Et on verra comment on inscrit nos solutions d'archivage dans ce qu'on appelle plus la gouvernance de l'information. On y reviendra dans cette séance. Ok, je vois. Alors, au sommaire de cette présentation, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de faire vraiment une brève présentation d'Everteam pour ceux qui ne connaissent pas Everteam. Donc, ce sera assez rapide et succinct. L'idée, c'est de mieux nous connaître. Ensuite, je vous ferai une présentation assez générique et assez large de nos solutions logicielles, donc autour de l'archivage. Mais comme je disais, pas que centré sur l'archivage, aussi intégrer une solution plus globale de gouvernance de l'information. Donc, on parlera notamment des référentiels de conservation. Et justement, le point d'après, c'est l'évolution vers une gouvernance plus transverse de l'information et toujours dans un but d'archivage. Et j'essaierai d'illustrer aussi par des petites séquences de démonstration. Donc, sans rentrer forcément dans le détail, mais ça vous permettra de vous projeter un peu plus sur les solutions logicielles. Et bien entendu, des questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas tout au long de la présentation, si vous avez des questions en cours de route, à m'interrompre. Vous avez la possibilité de cliquer sur la petite main, donc la main levée, la petite icône. Donc je serai averti qu'une personne souhaite poser une question. Et dans ce cas-là, j'ouvrirai le micro de cette personne ou j'y répondrai directement. Voilà. Donc j'avance. Donc très brièvement sur Everteam, qui on est. Donc on est un éditeur de logiciels, donc comme je disais, et on édite des solutions autour de la gestion documentaire. Donc ça concerne à la fois des solutions de jet, de workflow, mais également des applications d'archivage, donc archivage hybride pour la gestion des archives papier et des archives électroniques. Donc on existe depuis maintenant 30 ans, société française dont le siège est à Lyon, avec des bureaux à Paris où il y a essentiellement l'équipe commerciale. On a intégré il y a un an le groupe Kyocera, qui est un groupe international qui comporte 76 000 collaborateurs, juste pour vous donner une idée, dont le métier principal était la commercialisation de scanners de production pour la numérisation des documents. Et donc, Kyocera a voulu étendre son offre logicielle avec des solutions de gestion documentaire. Et ce pourquoi donc on a intégré ce groupe. Et ils ont voulu aussi étendre leur présence à l'international et notamment en France. Donc, encore une raison pour laquelle on a intégré ce groupe. Sur le mode de fonctionnement d'Everteam, donc comme je disais, on est éditeur de logiciels, on travaille avec un réseau de partenaires pour la mise en œuvre et l'intégration de nos solutions, donc la mise en œuvre des projets et donc l'intégration des solutions. Donc on a tout un réseau de partenaires. Donc je pourrais vous communiquer la liste, je ne l'ai pas prévu là. Mais on n'est pas fermé à cette liste, c'est-à-dire que si nos clients ont l'habitude de travailler avec des partenaires intégrateurs, on a la possibilité aussi de travailler avec eux. Voilà sur le mode de fonctionnement. Sur la solution d'archivage, pour être concret et pour aller droit au but, donc Everteam effectue une veille permanente sur tout ce qui est normalisation autour de l'archivage. Donc je vois que dans la liste des participants, il y a beaucoup d'archivistes ou de record managers. Donc je pense que ce sont des notions qui vous parlent. Et donc on est par exemple membre de l'AFNOR au niveau de la TC46, qui est un comité de normalisation autour justement du record management et de la gestion documentaire, et qui est en lien avec le comité de normalisation 171 qui est autour de l'archivage électronique. Donc on a des membres, des collaborateurs Everteam qui sont membres actifs de ces organisations. Et notamment un nouveau groupe de travail qui s'est créé au sein de la TC46 à l'AFNOR autour de la gouvernance de l'information. Et on a un collaborateur chez Everteam qui en est le président. Et donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est de définir une norme au niveau international pour définir ce qu'est la gouvernance de l'information et comment elle peut s'inscrire dans un projet de transformation numérique et d'archivage de ces fonds documentaires.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de texte ou de normes qui définissait concrètement cette notion et qui et pas non plus de recommandations ou d'exigences pour la mise en œuvre de cette norme-là. Donc, c'est tout l'objectif et tout l'enjeu de ce groupe de travail. Au niveau de l'archivage, donc notre solution logicielle respecte et est conforme à une norme que l'on appelle la Z42013, donc qui est une norme française et qui décrit toutes les recommandations à la fois techniques, logicielles, organisationnelles sur la mise en place d'un système d'archivage électronique. Et donc, ça permet à nos clients d'obtenir ce qu'on appelle la marque NF461, qui est une certification délivrée suite à un audit réalisé par l'AFNOR sur la solution globale, donc y compris le produit, mais pas que, c'est-à-dire toute la documentation qui va avec, tous les processus organisationnels qu'ils ont mis en œuvre, voilà, pour certifier que la solution d'archivage est conforme à notamment cette norme-là. Et on a intégré donc dans les dernières versions du logiciel la prise en charge du format CEDA, qui est un format d'échange entre systèmes d'archivage normalisé, et donc qui permet de mettre en place ce type de format. Donc c'est souvent utilisé dans le secteur public parce qu'il faut qu'en entrée, donc les solutions, les applications versantes puissent générer ce format d'échange. Ce n'est pas toujours le cas en réalité. Du coup, on a la possibilité d'importer des archives au format CEDA ou au format classique et en restitution, générer de toute façon ce qu'on appelle des DIP, des paquets d'informations respectant ce standard. Et pour finir, on est également membre de l'AAF et on intervient sur des réunions de travail, sur des conférences avec eux. Voilà pour le petit contexte. Everteam, elle a une petite présentation succincte de ce qu'on fait. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Hein. L'objectif de cette séance, c'est de vous présenter de manière globale l'offre Everteam autour de l'archivage. Donc, on s'appuie sur une solution logicielle qui s'appelle everteam.archive, dont le périmètre fonctionnel est décrit sur cette slide. Hein. Donc, on retrouve un peu les concepts décrits dans une norme qu'on appelle OIS et qui décrit notamment tout le référentiel des producteurs d'archives ou des services versants. Donc les différents acteurs, donc les services producteurs, les utilisateurs qui, eux, vont consulter les documents et les records managers qui vont être en charge de la gestion des archives. Cette norme est conceptuelle, hein, elle définit aussi la façon dont doivent être gérés les paquets d'informations, donc en entrée, en archivage et en restitution. Donc pour faire simple, dans cette solution, on est en capacité de gérer les archives dites mixtes, donc à la fois archives papier et électronique. Donc pour cela, on va définir tout le référentiel des producteurs de ces archives, donc on appelle aussi services versants, et on va être en mesure d'archiver tout type de flux, donc que ce soit des flux numériques provenant d'applications versantes, et donc dans ce cas-là, on va procéder par des imports automatiques de ces flux, ou par des dépôts manuels et unitaires par les utilisateurs, on le verra tout à l'heure, via des interfaces que l'on propose, pour décrire les archives et pour déposer des archives. Donc qu'elles soient numériques ou papier. Donc pour l'archivage électronique, on gère bien entendu tous les formats de documents possibles. Et dans un système d'archivage électronique, on a tendance à convertir en entrée les documents dans un format dit pérenne, hein, donc notamment le format PDF. Concernant les archives papier, on le verra peut-être un peu plus en détail après, on a au sein de la même solution la possibilité de gérer tout le cycle de vie des archives papier, hein, c'est-à-dire du versement de ces archives en décrivant les différentes unités d'archives, hein, que ce soit les dossiers, les documents, voire les boîtes d'archives. Donc définir leur conditionnement, leur localisation physique et gérer tous les process de ce qu'on appelle les demandes de communication des archives papier en lien avec les archivistes. Donc on verra ça peut-être un peu plus en détail après.
Donc, une fois qu'on a importé donc, ces flux numériques, on va les conserver hein, dans un plan de classement notamment. On va pouvoir les classer en fonction de certaines règles qu'on aura définies et en lien, on le verra aussi tout à l'heure, avec un référentiel d'archivage. Donc, dans toute solution d'archivage, généralement, on commence par définir sa politique d'archivage et donc cartographier ses typologies d'archives et les règles de conservation associées, à savoir la durée de conservation, le sort final de ces archives. Et on verra que pour cela, on dispose d'un outil qui permet au record manager de centraliser et de paramétrer ces règles. Et donc, ça permet notamment de gérer le cycle de vie des archives. On a des mécanismes également d'horodatage et de signature des archives électroniques, tout ça pour garantir l'intégrité de ces archives. Et en restitution, on a soit des exports que l'on peut faire en masse hein, vers des systèmes externes, notamment dans le cadre des archives définitives, par exemple, s'il faut dans le secteur public les exporter vers les archives départementales ou nationales. Dans ce cas-là, on va procéder plutôt par des exports une fois la durée de conservation atteinte, ou par des recherches directes via des IHM, hein, des interfaces de recherche, par les utilisateurs. Donc en fonction de leur profil, ils vont accéder à la solution, aux recherches et donc aux archives. Sur la conservation, sur le stockage, donc pour la partie électronique, on va pouvoir gérer différentes offres de stockage, hein. Donc soit des serveurs de fichiers classiques, soit ce qu'on appelle des baies de stockage un peu spécialisées. Et pour cela, on a des connecteurs vers ces offres de stockage. Et pour les archives papier, on va gérer le paramétrage des magasins, donc des espaces physiques de stockage de ces archives. On va pouvoir les modéliser et localiser ces archives, et également que ce soit des sites locaux ou des sites externalisés chez des tiers archiveurs. Donc ça dépend de nos clients. Certains archivent physiquement dans leurs locaux les archives papier, d'autres externalisent leur stockage. Et de manière transverse, bien sûr, on assure toute la sécurité d'accès avec le contrôle, la gestion des droits, le contrôle d'accès, etc. La traçabilité conformément à la norme 42013, avec la journalisation des événements et du cycle de vie des archives. Et donc, tous ces journaux sont conservés au même titre que les unités d'archives. Ils sont sécurisés, signés, chaînés entre eux. Et tout ça est décrit dans la norme. Et ça permet notamment de garantir aux archives électroniques une valeur probatoire, puisqu'on va assurer l'intégrité, la pérennité, la sécurité de ces documents sur le long terme. Je vérifie au passage s'il n'y a pas de questions. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc je continue. Donc ça, c'est la solution d'archivage et un mix hein, permettant de gérer les archives papier et électroniques. Je continue. Donc ça, c'était un petit zoom sur la valeur probatoire et la sécurité des archives électroniques. Tout ça pour dire que qu'on journalise et qu'on trace l'ensemble des actions réalisées sur les archives, hein, qu'on a la possibilité de faire un archivage dit en Y, c'est-à-dire la capacité à stocker les documents électroniques sur 2 sites différents et de manière synchrone, et d'assurer aussi la réversibilité de ces archives. Donc, il faut savoir qu'on stocke tous les éléments constituant une unité d'archive, à savoir les métadonnées, les journaux associés, les signatures et les documents électroniques sur les offres de stockage. Ce qui veut dire que si le système est amené à être défaillant, on aura toujours la possibilité de récupérer et réintégrer l'intégralité des données et des archives. Donc ça, c'est pour garantir la réversibilité des documents. Et bien sûr, on va signer pour garantir l'intégrité des objets que l'on gère, l'ensemble des fichiers qu'on va archiver, mais également les métadonnées, les traces et les journaux, tout cela sont signés électroniquement pour garantir une intégrité et le fait qu'ils n'ont pas été modifiés. Donc ça, c'est un point important. Alors, je ne sais pas si parmi la liste des participants, la partie archives papier vous intéresse, mais je vais quand même y faire un petit zoom, mais très rapide. Tout ça pour redire que bon, c'est un peu pareil que la gestion des archives électroniques, sauf que pour les archives papier, il y a des processus un peu différents, notamment pour les demandes de communication. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on va définir des services versants
qui vont, eux, s'authentifier et décrire des versements, effectuer le conditionnement de ces archives papier avant de le soumettre pour validation au service archive. Donc, en fonction des contextes clients et de leur organisation, cette description et ce conditionnement est réalisé soit par le service métier et le service versant lui-même, soit par un référent ou un correspondant archive au sein de ce service, ou soit par le service lui-même directement pour le compte d'un service métier. Et donc tout ça, on peut le paramétrer dans la solution pour s'adapter aux différentes organisations. Le principe restant le même, c'est d'effectuer des versements qui soient manuels ou automatiques, d'effectuer un contrôle et une validation de ces versements au regard de la politique d'archivage définie. Et donc pour gérer ce processus-là, il y a un mini workflow pré-paramétré dans la solution que l'on peut adapter et qui permet de piloter ce processus. Donc ce processus, comme je disais, est en lien avec le référentiel de conservation. Dès lors que lorsque vous identifiez votre typologie d'archives, on va appliquer de manière automatique les règles de conservation associées, à savoir calcul de la date d'élimination en fonction de la durée de conservation définie et de la date de départ, date de début qu'on appelle, qui va déclencher le calcul finalement de cette date d'élimination. On va gérer, ça va être également en lien avec les plans de classement. Donc, dès lors qu'on a versé des documents, on va pouvoir les classer selon une organisation que l'on aura définie. On va gérer, comme je disais, les localisations de ces archives papier, donc qu'elles soient locales ou externalisées ici chez un tiers archiveur. On va pouvoir aussi gérer des réservations d'espace pour certains services versants. Et modéliser surtout les sites locaux de stockage avec une gestion de l'espace occupé en mètres linéaires et des indicateurs qui permettent de savoir où on en est dans l'état d'archivage de nos magasins, avec des fonctions de récollement, c'est-à-dire d'inventaire et de comparaison entre les archives physiques stockées dans les magasins et ce qui est référencé dans le système. Ça permet d'identifier facilement les écarts. Donc ça, c'est très particulier à la gestion des archives papier. Bien sûr, pour les archives électroniques, on n'a pas ce processus-là. Autre processus qui est en particulier dédié aux archives papier, c'est tout ce qui est demande de communication. Donc là, les services métiers ou les utilisateurs, lorsqu'ils souhaitent consulter l'archive papier, ils peuvent, depuis l'application, effectuer une demande de communication, demande de prêt, ça dépend des termes utilisés, mais c'est la même chose, c'est-à-dire un recours à l'original papier. Et là, il y a une demande, pareil, pilotée par un workflow qui est soumis au service archive. Et le service archive donc connaît la localisation de ces archives en magasin, a la possibilité d'aller récupérer cet archive papier, y apposer une fiche fantôme à la place et restituer le document papier au service demandeur, tout en gérant bien entendu les relances pour les réintégrations et les retours de ces archives papier. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est au sein de la même solution, on gère à la fois les archives électroniques et tout le processus de gestion des archives papier. Donc pour ceux que ça intéresse. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lever la main en cours de route. Je vais faire un petit zoom aussi sur le référentiel de conservation. Donc pour cela, on propose une application dédiée à la description de la politique d'archivage et des règles de conservation associées, qu'on appelle Everteam Policy, et donc qui est directement synchronisé avec la solution d'archivage. Et alors, il permet de quoi? On va le voir sous forme de démo juste après, hein, de définir notamment les plans de classement hein, des différentes typologies d'archives que l'on retrouve ici sur la gauche. On va pouvoir également gérer des exceptions par juridiction. Donc, une juridiction, ça peut être un pays, ça peut être un département, pour gérer des règles de conservation différentes, du coup, par juridiction. On sait souvent que dans les grands groupes internationaux, où il y a différentes entités dans différents pays, les règles de conservation peuvent différer pour une même typologie de documents. Donc, l'idée, c'est de gérer ces exceptions au sein du même référentiel. Donc, l'objectif, c'est à la fois de centraliser l'ensemble des règles pour l'ensemble du groupe et de pouvoir gérer des exceptions pour certaines entités ou pour certains pays.
Donc, on va pouvoir définir comme ça un cycle de vie par typologie. Donc, un cycle de vie, c'est quoi? C'est une durée de conservation et une action à réaliser. Et on peut avoir comme ça plusieurs jalons. L'autre intérêt aussi de l'outil, on le verra peut-être plus en démonstration plus tard, on peut gérer des versions. Donc, si la réglementation évolue ou impose des durées de conservation un peu différentes dans le temps, on va pouvoir modifier le référentiel et gérer des versions. Et on va pouvoir, comme ça, définir une date d'effet et une date de rétroactivité de la règle sur le système d'archivage. Et on peut aussi donc gérer au sein du référentiel lui-même un processus de validation avant déploiement dans la solution d'archivage, avant mise en production de ce référentiel. Donc ça a un intérêt, hein, ça permet de centraliser, de partager ce référentiel entre les archivistes, les référents métiers, les correspondants archives, le juridique, peut-être le DPO. En fonction des droits, vont pouvoir avoir un accès commun et partager un même référentiel et procéder à des validations internes avant le déploiement de ce référentiel. Je continue. Et j'en arrive du coup, comme je disais en introduction, vers ce qu'on appelle la gouvernance de l'information. Et donc, c'est l'offre que pousse actuellement Everteam. Donc, vous voyez qu'on retrouve ici Everteam Archive, hein, qui est la solution de gestion des archives mixte, en lien avec le Everteam Policy que je viens de vous décrire succinctement juste avant, et qui permet de définir toute la politique de rétention et de conservation des archives. Donc, on voit qu'elle est directement synchronisée avec la solution d'archivage. Et donc souvent, dans les projets d'archivage, on avait l'habitude de fonctionner en silo, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une vision transverse sur l'ensemble des documents gérés par l'entreprise, et on fonctionnait comme ça par périmètre, et on faisait un projet par périmètre d'archivage des flux. Avec la brique Discover qu'on voit ici, qui arrive en amont, on va amener ce qu'on appelle la transversalité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, via Discover, d'une part se connecter à différentes sources existantes dans le SI de l'entreprise. Ces sources, on y accède via des connecteurs, et ça peut être des serveurs de fichiers dans lesquels se trouvent vos documents, donc des serveurs, des répertoires partagés sur vos serveurs. Ça peut être des messageries, donc on va pouvoir se connecter à des boîtes de messagerie pour récupérer les emails et les pièces attachées, ou des ERP, hein, type SAP, ou bien des espaces collaboratifs type SharePoint. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de se connecter à ces différentes sources et d'une part de proposer un accès direct et transverse en recherche aux utilisateurs sur l'ensemble de ces sources. Donc on ne parle pas encore d'archivage, hein, on parle déjà d'un premier accès unifié et transverse à tout le corpus documentaire. Ça permet quoi? Ça permet déjà d'avoir un accès rapide à l'information. Ça permet ensuite de faire des tris sur les sources, sur les documents sensibles, engageants ou nécessitant un archivage. Et donc, après avoir effectué ce tri, on va pouvoir sélectionner les documents que l'on souhaite pousser en archive. Donc ça, plutôt que de fonctionner du coup en silo, on va fonctionner de manière transverse sur l'ensemble des sources afin de rechercher, identifier les documents engageants, sensibles, nécessitant un archivage. Par contre, on sait que du coup, ça multiplie la volumétrie et le nombre de documents archivés dans l'entreprise, et tout n'est pas réellement archivé. Donc, c'est pour ça que le tri est important. Et Discover est également synchronisé avec Policy. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir appliquer des règles de conservation dites in place sur les documents stockés à la source, sans pour autant procéder à un archivage. Puisqu'on vient de dire que l'ensemble des flux n'est pas forcément archivé, on va pouvoir, depuis Discover, appliquer simplement une règle sans déplacer le document. Par exemple, sur un site SharePoint, on va pouvoir, pour les documents qui ne nécessitent pas forcément un archivage, on va quand même pouvoir les gouverner et gérer un cycle de vie de ces documents.
Et donc, ça permet un archivage au fil de l'eau. On parle, je sais pas si, de live archiving. Et donc, un archivage au fil de l'eau des contenus et une suppression des contenus également pour ceux qui ne nécessitent pas d'archivage. Et ça permet, si on se projette un peu plus loin, de simplifier les décommissionnements d'applications à terme, puisque les flux sensibles ou engageants auront été archivés au fil de l'eau. Donc, lorsque, ici, on souhaite décommissionner une application, en théorie, le projet est beaucoup plus simple. Parce que sinon, sans cette brique, généralement, dans les projets, on a recours à des exports des contenus des sources, puis un import dans la solution d'archivage, et donc ça amène souvent à des projets assez longs, assez coûteux. Et donc là, c'est une façon d'être connecté aux différentes sources et de faire de l'archivage automatique en fonction de règles qu'on va paramétrer. Voilà, donc si je résume à tout ça, tout ce que je viens de dire, donc relever le défi de la gouvernance, c'est quoi? C'est avoir la capacité à se connecter déjà aux différentes sources pour avoir un accès en recherche et un accès rapide à l'information. Ça nécessite de pouvoir analyser ces contenus pour effectuer des tris, pour identifier des documents sensibles, engageants. Avoir des fonctionnalités d'enrichissement, des fonctionnalités d'enrichissement de données sur ces contenus-là, puisque par exemple, si on parle d'un file system ou même d'un site SharePoint, souvent on se rend compte que les documents sont mal décrits ou ne contiennent pas de données obligatoires, enfin, en tout cas les informations obligatoires pour un archivage correct. Du coup, ça nécessite d'enrichir ces documents en information. Et donc là, Discover propose des fonctions d'enrichissement par analyse des contenus. Donc ces trois pans fonctionnels sont couverts par la brique Discover. Et on retrouve ici Policy qui permet d'appliquer des cycles de vie à la fois sur les documents archivés et sur les documents gouvernés par Discover et qui sont stockés dans les systèmes sources. Donc voilà un peu le triptyque. Alors, chaque solution ici peut fonctionner de manière autonome, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait déployer simplement la brique Policy au niveau des records managers, des archivistes, pour établir la politique d'archivage. C'est déjà fait aujourd'hui hein, dans la plupart des entreprises. C'est souvent fait par fichier Excel et où chaque et donc le fichier Excel c'est très bien, hein, ça permet de faire un certain nombre de choses, mais ça a aussi ses limites, notamment pour gérer tout ce qui est évolution dans le temps, modification, gestion des versions, le partage aussi d'un référentiel commun. Donc Policy vient se substituer à la gestion par fichier Excel, et on le verra en démonstration, et ça permet de définir donc de manière autonome le référentiel. Une fois qu'il est validé, on peut le mettre en production, le déployer et donc mettre en application ces règles dans la solution d'archivage, qui elle-même peut fonctionner de manière autonome, et y compris Discover, qui a deux objectifs principaux. Un accès en recherche transverse, donc ça c'est plutôt un use case utilisateur qui souhaite accéder à l'information rapidement et simplement. Et il a une deuxième fonction qui est la possibilité de se connecter et d'archiver au fil de l'eau les documents selon les règles établies. Voilà, donc deux fonctions principales. Et voilà, je reviendrai sur la présentation slide. Je vais peut-être vous présenter sous forme de démo un peu tout ce que je viens de dire. Avant, je regarde juste si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Ce sera l'occasion de... Donc, pour le moment, pas de questions, donc je continue. Et donc, l'idée, c'est de vous illustrer un peu ce que je viens de dire sous forme de séquence de démo. Et je vais commencer notamment par le référentiel de conservation. Ce qui me paraît a priori logique dans un projet d'archivage. On commence par définir la politique d'archivage et donc les typologies qu'on gère et les durées de conservation associées. Laissez-moi juste retrouver. Voilà. Est-ce que je suis connecté encore? Non. Donc Policy, c'est un outil web, hein. On peut y accéder donc via n'importe quel navigateur.
et il va permettre notamment au Records Manager de définir la politique d'archivage. Donc, on va retrouver ici les différents référentiels et notamment le plan de classement documentaire, donc, que généralement vous gérez sous forme de fichier Excel. Donc, si tel est le règle déjà établi dans un fichier Excel, et le résultat de cet import, c'est la représentation graphique et arborescente de cette organisation et de ce plan de classement. Donc là, c'est à titre d'exemple, mettre tout ça sous paramètres et s'adapte en fonction de votre corpus documentaire et de votre contexte. Et donc, on voit notamment une arborescence, un multiniveau, et sur chaque typologie, on va définir ce qu'on appelle un cycle de vie. Donc, une date d'événement qui va être l'élément déclencheur finalement du calcul de la date d'élimination, la durée de conservation associée et l'action à réaliser. Et donc, pour chaque typologie, bien sûr, on va définir aussi, comme je disais, la juridiction auquel elle s'applique. Donc là, c'est une juridiction par défaut, la date d'effet et la date de rétroactivité. On voit également ici les versions. Donc, pour cette règle, j'ai 2 versions qui sont disponibles, puisque si la durée de conservation, par exemple, est amenée à évoluer, on peut ici passer en modification et modifier cette durée. Ça va générer automatiquement une nouvelle version qui sera au statut brouillon. Et du coup, il y a un processus de validation en interne que vous pouvez paramétrer pour valider ce référentiel avant de le mettre en production. D'accord? Chose qui est difficilement faisable avec simplement de la gestion par Excel, et notamment lorsque le référentiel est complexe et partagé dans différentes entités au sein d'un groupe. Je crois que j'ai un exemple dans lequel, voilà, j'ai ici aussi la gestion par pays. Donc pour une même typologie, pièce d'identité par exemple, en France, la durée de conservation sera 10 ans, aux États-Unis 5 ans. Bon, c'est évidemment un titre d'exemple, hein, mais donc vous pouvez gérer comme ça des exceptions par département, par pays, au sein d'un même référentiel. L'autre avantage, comme je disais, c'est qu'on peut utiliser cet outil de manière autonome, hein, donc sans lien avec notre solution d'archivage. Et si on souhaite le mettre en production sur un système existant, on a une liste d'API de web services utilisables pour déployer ce référentiel éventuellement dans d'autres solutions. Il est naturellement, par défaut, synchronisé avec notre solution d'archivage. D'accord? Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est de pouvoir donc définir vos typologies d'archives, vos durées de conservation. Au sein de ce référentiel, vous pouvez enrichir ces typologies avec des métadonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin forcément de faire ce paramétrage dans la solution d'archivage, mais on va plutôt le faire au sein du référentiel. Je crois que j'ai un exemple ici. Pardon, voilà. Tac. Petit problème d'affichage. Voilà, je sais que pour cette typologie, dès que je vais vouloir archiver cette typologie de documents, je vais pouvoir renseigner des métadonnées complémentaires. Donc là, qui est le nom du produit et le code produit. Et tout ça, c'est entièrement paramétrable et par typologie documentaire. Et tout ça, c'est bien sûr synchronisé avec la solution d'archivage. Dès lors que je verse un document, de cette typologie, je vais devoir saisir ces informations et définir son caractère obligatoire, les contrôles à associer, etc. OK. Donc ça, c'est la première utilisation de Policy, c'est pour définir la politique d'archivage. Mais on peut également ici, comme vous voyez, définir d'autres référentiels, donc purement informatifs. Hein. Par exemple, si dans le cadre du RGPD, on souhaite non plus gérer le registre de traitement par Excel, mais plutôt dans un outil, on peut utiliser cet outil-là pour définir les différents processus. Quelles sont les données que je gère dans ce processus? Est-ce qu'elles contiennent des données personnelles, des données sensibles, etc. Donc l'ensemble de ces informations sont également paramétrables. Quelles applications sont concernées et sont utilisées dans ce processus-là? Et quelles sont au sein de mon système d'archivage, les typologies documentaires concernées par ce processus? Et éventuellement, quelles sont les personnes responsables au sein de ce processus? Et on pourrait comme ça ajouter
voilà, d'autres liens croisés, d'autres référentiels. Alors, ayez bien en tête qu'ici, c'est purement informatif, hein, c'est simplement de la description. Les seules informations qui sont synchronisées avec la solution d'archivage, c'est bien entendu le plan de classement et les durées de conservation associées. Le reste, ici, c'est purement informatif et ça permet, notamment dans le cadre du RGPD, de gérer un registre de traitement. OK. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai défini mon référentiel de conservation, mes typologies documentaires et mes durées de conservation. Je vais pouvoir le synchroniser ici avec ma solution d'archivage, celle-ci plutôt. Je crois que je ne suis pas connecté. Voilà. Ici, je suis avec un profil administrateur, pardon, je vais plutôt me mettre avec un profil utilisateur, donc un contributeur qui est un versant au sein de la solution. Donc j'accède ici à l'espace d'archivage, hein, dans lequel, en fonction de mon profil utilisateur, je vais avoir accès à différents menus. Donc là, j'ai une gestion des droits qui est directement liée à mon profil utilisateur. Donc en tant que contributeur, j'ai accès à un espace de saisie et de dépôt, un espace de recherche. Dans le cadre notamment des gestions des archives papier, je vais pouvoir être amené à participer au processus de prêt, notamment pour la réintégration et le retour des documents que j'ai empruntés. Et si j'ai des tâches à traiter, il y a aussi, comme je vous le disais en introduction, il y a un moteur de workflow qui intègre à la solution, et notamment pour gérer les versements et les éliminations, la validation des éliminations. On y reviendra. Donc, si je veux tout simplement faire une saisie de documents, je vais illustrer un dépôt unitaire dans un premier temps, hein, par un utilisateur. Donc, qui a un document qu'il souhaite archiver. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Donc, il a simplement ici à déposer le document qu'il souhaite archiver, qu'on retrouve ici en pièce jointe, et à renseigner un formulaire de saisie. Et donc, ce formulaire, il est paramétrable. L'idée, c'est de définir les métadonnées ou les informations minimum à renseigner et obligatoires pour archiver le document. En l'occurrence, ici, dans cet exemple, l'information obligatoire est la typologie. Donc, si par exemple, je choisis, je ne sais pas, une typologie, ici, un point de livraison, je vois que j'hérite automatiquement d'informations. Et cette liste de typologies et ces informations sont directement héritées de mon référentiel que je vous ai décrit juste précédemment. Donc, le fait de synchroniser le référentiel, ça vient alimenter ici la liste des typologies disponibles. Et en fonction de mon rôle dans la solution, j'aurai accès à une liste déterminée de typologies. Donc là, la liste est restreinte en fonction de mes droits. On gère un niveau de confidentialité également des archives pour de nouveau limiter l'accès à ces documents. Je crois que j'ai une question. Oui, synchro des métadonnées dans Policy avec l'archivage. Oui, alors ça concernait, j'ai une question qui concerne la synchro des métadonnées avec la solution d'archivage. Donc je vais y venir. En fait, ici, quand je choisis une typologie documentaire, j'ai ici des informations, des métadonnées complémentaires à renseigner. Et ces métadonnées complémentaires, je les paramètre soit directement dans ma solution d'archivage, mais je peux aussi les externaliser dans mon référentiel, donc comme je vous ai présenté juste avant, et donc définir pour une typologie donnée les métadonnées qui sont obligatoires. Et donc, ça déporte un peu le paramétrage de ces propriétés et dans ce référentiel et qui est accessible par des record managers ou différents profils utilisateurs dans lesquels un paramétrage dans la solution d'archivage sera un peu plus difficile ou plus technique, on va dire. Donc là, le référentiel s'adresse à un profil plus large d'utilisateurs et ça permet de déporter la définition de ces métadonnées dans le référentiel. Donc les deux sont possibles. On peut combiner à la fois du paramétrage de métadonnées de la solution d'archivage, mais également les déporter et les externaliser dans le référentiel. Et donc, dès lors que je choisis ici une typologie,
les listes des métadonnées s'affichent de manière automatique en lien avec ce référentiel. J'espère avoir répondu à la question. Donc là, par exemple, pour un bon de livraison, je sais que j'ai un numéro de commande à renseigner. J'ai différentes informations, un numéro de bordereau de livraison, par exemple, un code fournisseur et le nom du fournisseur. Et j'ai simplement à valider. Date document, code affaires. Alors, je vais voir ce qui se passe. Peut-être un peu long sur mon PC. Ou bien j'ai perdu ma connexion. Excusez-moi, j'ai un petit... on va le refaire. Excusez-moi, juste le refaire. Je vais reprendre mon document. Tac. Bien, je vais plutôt faire par là, ajouter. Et là, bon. Là, je vais prendre autre chose. Donc, si je prends un bon de commande, on voit ici que les métadonnées sont différentes. Donc, par rapport au bon de livraison. Donc, c'est là qu'en fonction de la typologie, j'ai des métadonnées particulières que je définis dans ma solution d'archivage ou que j'externalise dans mon référentiel. Donc, je renseigne mes informations obligatoires. Donc, ce formulaire, bien entendu, il est paramétrable et on l'adapte en fonction des besoins. Je vais ajouter ma pièce jointe et je vais envoyer. Voilà. OK. Et donc là, je retrouve ici mon document dans ma liste de résultats avec la pièce jointe associée. Donc après, je peux cliquer ici, consulter la fiche descriptive. Donc je retrouve les informations que j'ai renseignées et je retrouve ici toutes les informations de gestion qui sont calculées automatiquement par la solution. Encore une fois, en lien avec le référentiel pour définir notamment la date d'élimination. Ici en 2021. Non, c'est la date de début, pardon. La date d'élimination est là, 10 ans après. Et donc, on peut gérer des arrondis au mois, à l'année, dans le référentiel. Et on peut également définir un événement déclencheur du calcul de cette date d'élimination. En fonction des cas, on la connaît au départ lorsqu'on verse un document. Cette date est connue. Et pour certaines typologies de documents, elle est connue qu'ultérieurement. Par exemple, à la résiliation d'un contrat qui arrivera, je ne sais pas, 5 ans après, 6 ans après, on ne sait pas. Lorsque cet événement arrivera, on viendra mettre à jour cette date de début, ce qui déclenchera automatiquement la date d'élimination en lien avec la durée de conservation associée. D'accord? Et on a ici le sort final de cette archive défini dans le référentiel. Et si cette archive est communicable ou pas, en fonction des règles que j'ai définies. Et donc, j'ai ici sur la droite l'accès en consultation à mon document, simplement en cliquant. Voilà. Donc là, c'était un dépôt unitaire. Le fait d'avoir déposé ce document unitairement, il apparaît dans la liste de résultats. Après, j'ai des fonctions de recherche ici. Alors, dites des recherches simples par mots-clés. Je peux simplement, j'ai oublié, je crois que c'était ça, saisir un mot-clé. Voilà, il m'indique la liste des documents répondant à ma recherche. J'ai également une recherche multicritère dans laquelle je peux ici combiner plusieurs critères de recherche. Si je m'intéresse ici juste à cette typologie et puis un nom du fournisseur. Voilà, rechercher. Voilà, je combine comme ça des recherches multicritères. Et j'ai également la possibilité d'avoir des recherches dites à facettes. Je crois que j'ai pas d'autres questions, non. Une recherche à facettes qui est une autre façon de rechercher dans laquelle je vais pouvoir rechercher pareil par mot-clé.
ici. Donc, il va ici m'indiquer où est-ce qu'il a trouvé l'information. Mais j'ai aussi la possibilité de filtrer mon résultat de recherche avec les filtres que j'ai paramétrés ici sur la gauche. Et là, je sais que par rapport à ma recherche initiale, j'ai un bon de livraison et un bon de commande. Et si je m'intéresse simplement au bon de commande, j'ai juste à cliquer pour limiter ma liste de résultats et arriver sur mon document. D'accord? Donc, c'est une recherche assez efficace, assez intuitive et assez rapide pour les utilisateurs finaux. Et on va bien sûr adapter les critères de recherche et les filtres ici que vous voyez en fonction des profils d'utilisateurs et du corpus documentaire. Donc on voit qu'ici, elles peuvent prendre différentes formes, hein, des formes de listes comme ça. On peut reprendre le plan de classement documentaire et naviguer dedans. Et à chaque fois, on a le nombre de documents que ça concerne. Je peux directement ici, si je m'intéresse, et revenir à ma liste de documents initiale. Et je peux faire ça comme ça. Je peux faire ça sur l'ensemble des métadonnées disponibles au sein de mon système. Je peux également faire des recherches dites plein texte dans le contenu des documents. Je ne sais pas si je n'ai pas d'exemple en tête. Je crois que je fais ça. Juste pour l'illustration, ici, j'ai tapé une information. Donc, il m'a retrouvé des documents répondant à ce critère. Et si je consulte le document, cette information n'apparaît nulle part dans les métadonnées, hein. Il a été recherché directement dans le contenu du document. Donc ici, je dois avoir le Hartman. J'aurais pu prendre d'autres choses, hein. Si je prends Recip, par exemple, je pourrais ici faire une recherche pareille sur n'importe quel mot-clé contenu dans un document, et il va me retrouver et m'indiquer à quel endroit du document se trouve cette information. Donc c'est une recherche assez puissante, hein, qui permet donc de rechercher à la fois dans les propriétés des documents et dans le contenu textuel des documents. Et une navigation comme ça dans le corpus documentaire par filtre successifs. C'est ce que vous retrouvez un peu dans les sites marchands, hein, les sites e-commerce, dans lesquels vous choisissez, vous recherchez par thématique au départ et vous affinez après par des mots-clés ou inversement d'ailleurs, et afin d'accéder rapidement à vos documents. Et donc ici, c'est aussi une façon d'avoir une représentation graphique du plan de classement et une vision dynamique de ce plan de classement. Puisqu'ici, c'est un plan de classement qui repose uniquement sur les métadonnées. Donc, il n'y a pas de paramétrage assez élaboré à réaliser au niveau de ces plans de classement. C'est vraiment dynamique et ça repose sur les métadonnées. OK. Je reviens là. Je regarde si vous n'avez pas de questions. Non. OK. Du coup, ce qu'on a pu voir, si je reviens sur les slides, ce qu'on a illustré rapidement, c'est la définition des typologies de commentaires et du référentiel dans Policy, le dépôt d'un document et l'application de cette règle en fonction de celle définie dans le référentiel. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est comment depuis Discover, je peux me connecter à un site SharePoint en vue d'archiver le document de manière automatique via un connecteur mis à disposition. Donc c'est ce qu'on va essayer d'illustrer de suite. Donc ici, j'ai mon site SharePoint dans lequel j'ai un certain nombre de documents. Tac. Et ici, pareil, je ne sais pas si je suis connecté. Admin. Donc là, je suis dans Discover, hein, donc si vous vous rappelez, c'est l'interface de recherche transverse, hein, dans laquelle je vais définir d'une part les sources de données auxquelles je souhaite me connecter. Donc là, j'ai une connexion vers un serveur de messagerie, une connexion vers mon site SharePoint et d'autres connexions vers des répertoires partagés. Et donc pour chaque source de données, on va définir bien entendu des informations de connexion à cette source. Donc en fonction de la source, les informations vont différer. Donc pour SharePoint, j'ai le site SharePoint auquel je souhaite me connecter et l'utilisateur que je souhaite utiliser
pour accéder au contenu. Une fois que j'ai fait ça, de manière automatique, il va me proposer des tableaux de bord de consultation que je vais pouvoir paramétrer comme je le souhaite. Je vais plutôt me mettre dans un contexte archive. Voilà. Donc ici, je retrouve l'ensemble des sources auxquelles je suis connecté. Et lorsque je fais une recherche avec un mot-clé, il va bien rechercher sur l'ensemble de mes sources et il va me filtrer ma liste de résultats. Je peux accéder à la liste des documents ici en mode détaillé. Généralement, on commence par une vue plus type tableau de bord avant d'accéder à la liste détaillée des documents auxquels je souhaite accéder. Mais le cas d'usage que je souhaite ici illustrer, ce n'est pas forcément la recherche, c'est plutôt la connexion et l'archivage d'un flux documentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser plutôt à la source SharePoint. Donc ici, je vois que la solution a indexé mon SharePoint. Je clique. Et donc là, j'ai la liste de tous les documents stockés dans mon SharePoint. Et je peux parcourir l'arborescence de mon site, qui est vraiment la même que je retrouve ici. Avec dossier client, par exemple, ici, mes 3 dossiers. Je retrouve bien la même chose ici, dossier client, mes 3 dossiers. Et ensuite, j'ai un certain nombre d'informations que j'ai paramétrées, hein, mais qu'on pourrait paramétrer à souhait. Ici, on a la possibilité de modifier et de choisir les informations que l'on souhaite afficher ou pas. Par exemple, je n'ai pas envie de ces 2 informations. Voilà, elles ont disparu. Et je veux simplement m'intéresser au corpus documentaire, donc à la liste des typologies qui sont stockées dans mon SharePoint. Je sais que j'ai des bulletins de paie, des factures clients, etc. Des communications médicales externes. Et j'ai une vue aussi sur les dates prévues d'élimination des documents stockés sur SharePoint parce que j'ai pu leur appliquer un cycle de vie, puisque si je reviens sur mon slide, Discover est également synchronisé avec le référentiel, donc il connaît la liste des typologies et des durées de conservation associées. Donc vous allez me dire qu'il faut bien entendu pouvoir déterminer la typologie des documents qui se trouvent dans les sources. Et ça, effectivement, c'est tout l'enjeu. Donc d'une part, on va pouvoir paramétrer des règles qui vont identifier les documents que je souhaite archiver et qui sont stockés dans SharePoint. Donc ces règles, ça va nous donner un indicateur de ce type-là, par exemple. OK, je sais que dans tous ces documents, j'en ai que 4 que je souhaite archiver parce que j'ai paramétré ma règle ainsi. Et cette règle, elle peut être basée sur les métadonnées disponibles au sein du site SharePoint, sur le niveau de plan de classement d'un document dans le site. Donc je pourrais très bien paramétrer une règle qui me dit tous les documents stockés dans ce répertoire sont des documents sensibles et je souhaite les archiver. Et ensuite, en fonction de l'organisation du site SharePoint, puisque chaque client n'implémente pas SharePoint de la même manière, je vais... Oh, j'ai plus de documents ici, pourquoi? Ah oui, voilà. Certains sites SharePoint contiennent des documents qui sont bien décrits, dans le cas ici, je vais avoir la typologie de document qui est renseignée. Du coup, depuis Discover, c'est très simple, hein, j'ai simplement à récupérer cette information et puis à appliquer ma règle de conservation et à l'archiver, à le pousser en archivage. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, dans les sites SharePoint, même dans des répertoires partagés, ces informations ne sont pas disponibles. On a un minimal le nom du fichier et le niveau de classement. Et donc, il va falloir se débrouiller dans Discover pour paramétrer des règles qui vont nous amener à déterminer la typologie, parce que le but final, c'est d'archiver le document. Et pour archiver le document, on a besoin de connaître sa typologie. C'est l'information minimum obligatoire, je dirais, pour pouvoir archiver correctement. Mais tout l'enjeu, c'est plus on aura d'informations de description en amont, bien entendu, et mieux on pourra archiver correctement le document et y accéder ultérieurement en recherche plus facilement. Malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, lorsqu'on souhaite faire une gouvernance comme ça transverse des documents au sein de l'organisation, il va forcément falloir se poser cette question. Donc déjà, travailler par périmètre, je dirais par source. Hein. Est-ce que je souhaite archiver mon SharePoint? Je souhaite archiver mon SAP, mon répertoire partagé. Donc, travailler par périmètre. Et sur chacun des périmètres, faire une analyse de la structuration de ces documents et du niveau de description de ces documents. Et donc, en fonction de ce niveau de description, le travail va être plus ou moins complexe. Mais si on part du principe qu'ils sont bien décrits en amont,
l'archivage de ces flux pourra s'automatiser plus simplement, puisqu'on récupérera les informations de typologie, les informations, les métadonnées métiers éventuellement déclarées, et poussées de manière automatique en archivage. Si elle n'existe pas, on va paramétrer des règles qui vont permettre d'identifier cette typologie. Ces règles, elles vont, comme je disais, pouvoir se baser sur le niveau de classement d'un document dans une arborescence du site, sur l'exploitation du nom de fichier, qui parfois contient des informations pertinentes pour qualifier le document, et après sur toute autre information disponible au niveau du site et qui nous permettrait d'identifier cette fameuse typologie. Juste pour information, on a également des techniques de machine learning et d'apprentissage automatique. Dans certains contextes, ils peuvent être utilisés pour identifier de manière automatique cette typologie sur la base d'un apprentissage, c'est-à-dire qu'on va donner un échantillon de documents déjà typés, déjà classés à Discover, à l'application, qui va indexer, analyser tous ces contenus de manière automatique et en faire une base d'apprentissage. Et dès lors qu'il y aura un nouveau document entrant, le système de lui-même va essayer, sur la base de ce qu'il aura appris, d'identifier la typologie. Donc ça, je le dis pour information, mais en réalité, en projet, ça nécessite un certain nombre de prérequis, ça nécessite de ne pas avoir trop de typologies différentes, puisqu'il se base en fait sur l'analyse contextuelle du contenu des documents et sur la similarité des termes entre les documents. Donc si vous avez une hétérogénéité des typologies de documents qui partagent un même vocabulaire, ça peut être compliqué. En tout cas, c'est une possibilité. Donc si je reviens là, donc ici j'ai d'autres informations qui me disent, voilà, sur ces 4 documents, j'en ai déjà 3 qui sont gouvernés par Discover. Gouverner, ça veut dire quoi? Je peux les sélectionner et accéder à ces 3 documents. Ça veut dire que Discover a pu apposer des informations une règle de conservation de ces documents. Par exemple, si je clique là, j'ai accès à toutes les informations de gouvernance liées à ce document. Donc je retrouve sa typologie, la juridiction, là, le statut de l'archivage, puisque j'avais essayé de l'archiver, mais apparemment, il est en erreur. Donc, ça indique aussi des cas d'erreur au niveau de l'archivage, donc ça permet d'avoir un suivi. Le plan de classement associé et le service versant, plus d'autres informations. Je vais peut-être prendre un autre exemple. Est-ce que j'ai pris celui-ci? Voilà, celui-là a été archivé précédemment. Et donc, je vais retrouver donc la durée de conservation. Et la date de début, la typologie, pareil, juridiction, plan de classement, etc. Et les informations métiers liées à ces typologies. Donc ce document est déjà archivé, donc il est déjà poussé dans la solution d'archivage. Celui-ci était en erreur, celui-ci n'est pas archivé. Donc si je clique là, on voit qu'il a une typologie, pardon. Voilà, bulletin de salaire. Et donc oui, puisqu'il est gouverné en fait. Voilà. Gouverné, ça veut dire que Discover lui a appliqué une typologie et donc une durée de conservation. Enfin, une règle de conservation en tout cas. Mais pour autant, ce document n'est pas encore archivé, il est toujours stocké dans SharePoint. Et donc, si je souhaite l'archiver, ici, j'ai d'actions possibles. Pardon. Et donc là, pour la démo que je fais manuellement, mais qui va pouvoir s'automatiser selon des règles et du paramétrage. Et l'idée, c'est de pousser ce document en archivage. Donc, je vais sélectionner mon système d'archivage, donc qui peut être le système d'archivage Everteam, mais qui peut être un autre système d'archivage. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace tampon dans lequel on va faire un tri des documents à la source pour les pousser en archivage. Et puis, je vais exécuter tout simplement l'action. Du coup, il va venir me mettre à jour ici ce statut. Donc, tout ça, ce sont des opérations qui ensuite sont exécutées côté serveur. Hein, donc, ça peut prendre quelques secondes à se mettre à jour. Donc là, il me dit qu'il est en attente d'archivage. Et là, le système de lui-même va récupérer le document d'un SharePoint. Vous voyez qu'il a apposé ici un petit cadenas. C'est-à-dire que le document n'est plus modifiable. Et je crois que j'ai dû paramétrer toutes les 1 minute ou 2 minutes, il va lancer l'action d'archivage. Donc là, juste à attendre, il va arriver. En attendant qu'il arrive, si je reviens sur mon tableau de bord, tac, je reviens ici.
J'ai toujours trois. J'ai toujours mes trois qui sont gouvernés, un qui est en attente d'archivage. Ici, je vais m'intéresser à celui-ci, pardon. Il est en attente d'information. Donc celui-ci, on voit qu'il n'a pas de typologie. Donc c'est typiquement un document qui est dans SharePoint pour lequel je ne connais pas la typologie, parce qu'elle n'est pas définie dans SharePoint. Donc je vais pouvoir lui affecter une typologie, et là j'ai deux façons de le faire, soit manuellement bien sûr, mais aussi de manière automatique, comme je disais précédemment, selon des règles à définir. Et ici, je retrouve ici toutes les typologies définies dans mon référentiel. Donc, je ne sais plus ce que je peux prendre. Finance. Et là, ça répondra aussi à la question de tout à l'heure. Facture client, par exemple. Je peux choisir une juridiction, quelques informations. Et les informations donc liées à cette facture. Et donc là, on retrouve les métadonnées qui sont héritées directement du référentiel de conservation, dans lequel j'ai défini ma facture client et les informations attendues pour l'archivage. Donc tout ça, c'est à titre d'exemple, ça se paramètre. Et on voit qu'ici, on peut faire là, je le fais manuellement, mais généralement, on va essayer de faire du mapping automatique en fonction des informations disponibles à la source. Donc là, comme je ne les ai pas, je vais le faire manuellement. Pas très grave. Et je vais valider. Donc là, l'action que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une action de gouvernance, c'est-à-dire que je vais simplement définir cette typologie. Donc là, manuellement, mais encore une fois, je peux l'automatiser. Et dès lors que j'ai fait ça, Discover gouverne ce document, donc lui applique un cycle de vie, sans pour autant que ce document soit encore archivé. Il est toujours stocké dans SharePoint, ici on le voit, il n'est pas encore archivé. Et donc ici, j'ai ma typologie qui s'est appliquée. Et ensuite, pareil, si je souhaite l'archiver, j'ai simplement à exécuter l'action d'archivage qui va bien. Et bien sûr, on pourra l'automatiser. Ah c'est normal puisqu'il n'est plus en attente d'information. Voilà. Voilà, il est en attente d'archivage. Et suite tout à l'heure a été archivé. Et lui, c'est pareil, donc il est en attente d'archivage. Donc là, le scénario que je viens de vous présenter, en fait, c'est depuis Discover, me connecter à mon SharePoint, identifier les documents que je souhaite archiver, ou tout simplement gouverner, encore une fois, excusez-moi du terme, mais on dit gouverner in place, c'est-à-dire ne pas l'archiver, mais pour autant lui appliquer un cycle de vie, ou bien donc le pousser dans le système d'archivage. Et donc ce triptyque, c'est la solution que l'on pousse actuellement et qu'on appelle gouvernance de l'information, donc qui permet d'archiver vos flux soit directement en passant par archive, soit en se connectant à vos différentes sources et en faisant de l'archivage au fil de l'eau. OK. Donc, si je reviens donc sur cette partie connecteur, donc on propose différents connecteurs sur étagère et standard, avec la possibilité d'en développer d'autres, donc notamment un connecteur comme vous l'avez vu sur SharePoint, comme j'ai dit sur la messagerie, sur SAP, sur les file systems, sur des bases de données. Voilà, on a un certain nombre de connecteurs, je pourrais vous envoyer la liste. Mais le principe reste toujours le même. Pour la mise en œuvre d'un connecteur, la première chose à faire, c'est définir les sources auxquelles on souhaite se connecter. Donc là, dans l'exemple, c'était SharePoint. Donc, il y a simplement à définir, à paramétrer la connexion. Une fois que c'est fait, Discover va indexer automatiquement les contenus. Il va proposer des interfaces de recherche. Donc, ça peut être simplement déjà un premier cas d'usage pour des utilisateurs finaux qui souhaitent simplement faire de la recherche. Et donc, on va paramétrer les tableaux de bord de recherche pour que ce soit simple et facile d'accès. Mais on peut avoir plutôt une approche un peu plus technique qui consiste à vouloir archiver ces flux-là. Et du coup, on va devoir paramétrer les règles d'identification des documents archivés depuis ces sources-là, puisqu'on ne veut pas tout archiver. Donc là, on peut se baser sur toutes les informations disponibles à la source, les niveaux de classement, etc. On va devoir identifier aussi les métadonnées obligatoires pour l'archivage, donc à minima la typologie et le service versant. Ce sont les deux informations importantes. Et bien sûr, on peut paramétrer le mapping d'autres métadonnées métiers qui seraient obligatoires. Et du coup, effectuer l'action d'archivage
Et oui, une action qu'on n'a pas vue, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du document à la source? Donc, est-ce qu'on le laisse à la source? Dans ce cas-là, on aurait une copie, hein, à la fois dans le système d'archivage et sur le système source. Ou bien on souhaite le supprimer, ou bien en fonction de la source, par exemple pour SharePoint, il y a une fonction que SharePoint propose et qu'on peut appeler depuis Discover qui s'appelle declare et qui permet finalement dans SharePoint de déclarer un document en tant que records. Et du coup, depuis SharePoint, il est visible mais non modifiable. Donc ça, c'est spécifique à SharePoint. Pour d'autres sources, ça ne s'applique pas forcément. Mais en tout cas, c'est toujours le même principe, quel que soit le connecteur. Voilà. Je pense que moi, j'ai terminé sur la partie démonstration, un peu de ce que je voulais vous montrer. Alors, l'idée, c'était pas de rentrer dans le détail des fonctionnalités pour ne pas trop vous perdre, c'était de rester assez haut niveau pour avoir un overview des trois fonctionnalités principales qui sont la définition du référentiel de conservation, la mise en production de ce référentiel pour l'archivage des documents et la partie Discover pour une gouvernance un peu transverse des fonds documentaires au sein du SI. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On pourra creuser un sujet qui vous intéresse plus particulièrement. Je n'ai pas beaucoup parlé de la partie archive papier parce que je ne sais pas si, parmi la liste des participants, c'est un sujet qui intéresse. Donc, si c'est le cas, on peut faire un petit zoom dessus. Sinon, si vous avez d'autres questions, alors, mince, j'ai vu qu'ici, il y avait une main levée. Comment je active le son? Alors, c'est Yacine qui souhaite poser une question, je crois, et Agnès de Balazi. Alors, attendez, c'est moi juste vous ouvrir le micro. Vous Moi, j'ai m'entendez? Ah, je vous entends. Oui, Agnès de Balazi, oui, je voudrais savoir Oui, pour. Alors, je suis intéressée aussi par les archives papier, mais j'ai à peu près compris hein, les fonctionnalités, je pense. d'accord. Mais j'avais une autre question, c'était sur les vracs numériques. Est-ce qu'on peut Oui. utiliser la solution parce qu'autant le SharePoint, bon, on imagine on espère que l'information est à peu près catégorisée, qu'on pourra arriver avec votre solution, que ce soit le policy, enfin le référentiel de conservation plus. Mhm. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les vracs numériques parce que bah, tout m'intéresse, mais voilà, ma question est sur les vracs numériques. Comment on peut Oui, utiliser. Voilà. ouais, très pertinente. Merci. Je vous laisse répondre. Très bien. Alors, sur les vracs, juste avant de répondre, j'invite les autres participants peut-être à faire de même, à ouvrir le micro. J'ai pas réussi à vous ouvrir le micro pour les prochaines questions. Je vais déjà répondre à celle-ci. Pour les vracs numériques, on a fait un webinaire déjà spécifique là-dessus. Je pourrais peut-être retrouver la vidéo et vous l'envoyer. Il faut juste que je me le note. Déjà, vous aurez des informations détaillées. Mais oui, on peut bien entendu le faire. En fait, le vrac numérique, vous disiez que dans SharePoint, c'est bien organisé. C'est malheureusement pas toujours le cas. Donc mais c'est toujours mieux organisé que dans un répertoire partagé où il y a vraiment du vrac. Et donc, ce sera le même principe. C'est-à-dire qu'ici, je vais me connecter à une source de données qui est j'ai ici la liste des sources. Donc ici, qu'on appelle No File System ou SMB, c'est un peu pareil, qui permet ici de définir un chemin d'un dossier que je souhaite indexer et analyser. Et ensuite, pareil, je vais pouvoir y accéder en recherche ici et, exploiter Alors, c'est toujours pareil, la solution ne fera pas de magie, mais en tout cas, elle va pouvoir exploiter les informations disponibles à la source. À savoir, dans un répertoire partagé, il y a quand même parfois un niveau de classement. Donc, on va potentiellement essayer de travailler là-dessus pour récupérer de l'information. On va essayer d'exploiter aussi les noms des fichiers. Parfois, il y a également de l'information utile.
On va pouvoir aussi dédoublonner, c'est-à-dire gérer ici identifier de manière automatique tous les doublons au sein de ce répertoire partagé et faire du nettoyage, donc de l'assainissement, dans un premier temps, avant de faire du tri et de l'archivage. Donc on va essayer d'identifier peut-être les doublons, peut-être les documents trop volumineux, les types de fichiers qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Je pense notamment à. Alors nous, on a vu de tout, hein. On a vu des fichiers exécutables, des gros fichiers zip. Donc depuis Discover, déjà, on va pouvoir faire un premier travail d'assainissement sur la base de quelques règles comme ça. Et donc, on va pouvoir déjà limiter le volume de documents à reprendre. Et ensuite, on va utiliser, donc, comme je vous disais, soit le niveau d'arborescence, soit les noms des fichiers, soit ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées, c'est-à-dire qu'on va extraire de l'information utile dans le contenu des documents. Et pour ça, on pourra s'appuyer sur des lexiques, des dictionnaires de termes importants pour vous, ou sur des expressions régulières qu'on paramètre. Une expression régulière, ça sert à aller identifier de manière automatique une information pertinente dans un contenu textuel et en faire une métadonnée. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'enrichir finalement les documents en métadonnées et en classification, parce qu'on va essayer aussi de typer ces documents. Et donc, on ne pourra peut-être pas traiter 100% du volume, mais en tout cas, on pourra traiter certainement un certain pourcentage. Ça dépend vraiment de comment est votre vrac numérique, finalement. Mais l'idée, c'est ça. Donc, on pourra très bien indexer depuis Discover ce vrac, essayer dans un premier temps de l'assainir, dans un second temps de l'enrichir en information, d'essayer de typer ces documents-là et ensuite de les archiver. Donc, c'est bien l'idée. Donc, je vous enverrai là-dessus un lien dans lequel on a fait un zoom particulier sur cette problématique-là. D'archivage hybride pour Alain Alvic. Si je peux également recevoir la vidéo sur le vrac numérique et la gestion de documents sans métadonnées, pas de problème. Alors, je vais juste demander à Christine, qui est ma collègue, je n'arrive pas à ouvrir vos micros, je ne sais pas pourquoi. Ils sont coupés par le participant. Alors, Yacine, vous pouvez peut-être essayer d'ouvrir votre micro, en fait. Ça permettra de poser la question. Si je fais désigner comme intervenant, ça ne marche pas. Allô? Non, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à ouvrir vos micros. Impossible d'ouvrir le micro. Ok, bah désolé. Comment on va faire? Christine, est-ce que je vais voir avec ma collègue. Christine, est-ce que tu m'entends? Peut-être que toi, tu peux ouvrir les micros des personnes. Oui, j'ai ouvert le micro de Monsieur Alvic. Il est coupé par lui. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, Bonjour. très bien. Bonjour tout le monde. C'est bon, Parfait. mon microphone est ouvert. Bonjour, c'est Arab Yassine. Donc, j'ai deux petites questions. La première, juste sur l'archivage depuis Discover. Vous avez dit qu'on peut se connecter à d'autres systèmes. Ma question, est-ce que ça nécessite un développement spécifique pour se connecter à d'autres systèmes ou vous utilisez des protocoles d'échange standards? Je sais pas. C'est-à-dire, je sais que Discover il se connecte en native avec Everteam Archive, mais si on a un autre système, est-ce que ça nécessite un développement ou comment ça se passe? Alors, non, il n'y a pas de développement pour les connecteurs que l'on propose nous en standard. Il y en a une dizaine. On voit un petit extrait ici. Donc, par exemple, le SMB, c'est pour des répertoires partagés. Le S3, c'est pour l'espace de stockage Amazon S3. Pour se connecter à des bases de données, à des Google Drive, à du Non, SharePoint. je parle pas de la source, mais la destination, c'est-à-dire pour archiver. Donc, Ah, à un moment donné, vous avez sélectionné votre système d'archives qui est automatiquement oui, Eversuite.
Oui. Vous avez dit qu'on peut se connecter à d'autres. S'il y en a d'autres, est-ce que ça, dans ce cas-là, est-ce que ça nécessite un développement ou Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, j'ai pas compris la question, mais oui, alors c'est effectivement nativement connecté avec notre solution d'archive. Si c'est un autre, ce sera un export. C'est-à-dire que on va exporter les contenus dans un format et charge au système receveur d'importer ces documents. Donc, on importe depuis l'autre système, c'est ça? C'est ça. D'accord. On va pas pousser, Moi, on va ma pas deuxième pousser, on va pas pousser de manière, D'accord. voilà, nativement comme on le fait avec notre solution d'archivage. Par contre, on va mettre à disposition les flux. Donc, on exporte dans un format importable dans la cible, c'est ça? Exactement. D'accord. Ma deuxième question, si vous pouvez juste nous donner un aperçu sur, parce que dans la nouvelle version de Everteam Archive, c'est le cas pour la gestion archive papier, j'ai vu qu'il y en a la notion de conteneur qui a été ajoutée, donc pour l'externalisation. Oui. Et la notion de mission. Donc, le conteneur, c'était quelque chose qui était, on va dire, facile parce que je travaille avec certains clients qui externalisent, donc je connais le principe. Par contre, la notion de mission, c'était pas, donc j'ai pas compris l'utilité de faire. Est-ce que c'est pour faire des ordres de mission, faire, je sais pas. Alors, exactement. Je ne sais pas si j'ai la démo de prête là-dessus, mais en tout cas, on peut en parler. Non, Les heures de mission, c'est juste un effectivement. aperçu, c'est juste l'idée Alors, générale du principe, pas obligé de rentrer dans les détails. d'accord. Les heures de mission, c'est effectivement, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée et ça a été ajouté suite à un besoin qu'on a identifié sur le marché, suite à un autre prospect. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour toutes les opérations logistiques sur les archives papier, que ce soit les placements en magasin, les demandes de sortie, les demandes de réintégration, les demandes d'élimination, c'est de constituer des lots d'archives que l'on va intégrer dans un ordre de mission. Et un ordre de mission, il va être pris en charge par une personne en particulier. Et cette personne va travailler uniquement sur les éléments faisant partie de cet ordre de mission. Et lorsqu'il aura fini ses opérations, puisque souvent ces opérations sont réalisées en magasin dans lesquels il n'y a pas forcément de connexion réseau, il pourra faire toutes ces opérations en mode déconnecté, donc par flash de code à barre par exemple, mais toujours sur les éléments constituant l'ordre de mission. Il ne pourra pas travailler sur d'autres éléments qui ne sont pas attribués via cet ordre de mission. Et du coup, lorsque il est de nouveau connecté au réseau, il pourra synchroniser ses actions, toujours en lien avec cet ordre de mission, et on pourra gérer les écarts et les erreurs de traitement. L'idée de l'ordre de mission, c'est de limiter le périmètre d'action d'un utilisateur sur un ensemble de boîtes archives ou de dossiers à traiter. Auparavant, il n'y avait pas cette notion d'ordre de mission et du coup, un utilisateur pouvait travailler sur tout un ensemble d'archives sans forcément une affectation. Parce que le principe, c'est pour un responsable ou un record manager de pouvoir affecter des missions du coup. Alors soit des missions de placement en magasin, de sortie, de réintégration, d'élimination, donc d'affecter des missions sur un ensemble d'archives déterminées. C'est ça l'objectif. Et ça peut être fait lors des versements, lors des demandes de prêt, lors des demandes d'élimination, etc. Et après, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de fonctionner par des ordres de mission. C'est simplement que dans le cas d'un client en particulier, cette exigence était forte parce que c'était son mode de fonctionnement et c'était son organisation. Et donc, il fallait pouvoir définir des ordres de mission, attribuer des archives à ces ordres de mission et l'affecter à une personne. Voilà, c'est ça le but. Merci pour cette clarification. Je veux juste vous rassurer qu'il y en a pas mal de clients qui ont besoin de ce mécanisme-là parce qu'ils ont certains sites d'archivage éparpillés, donc il faut justifier les déplacements. Oui. C'est pas dans le contexte sécurité, mais dans un contexte logistique. Exactement, et c'était fait pour ça. C'est un contexte logistique pour organiser un peu le travail et affecter des tâches bien précises. Je vous remercie pour cette clarification. Merci. Alors, il y a aussi Christine Alain Alvic qui avait plusieurs questions.
sais pas si on peut ouvrir. Et décochez votre, activez votre micro. Parce que de notre côté, il est désactivé. Si c'est pas possible, tant pis, je vais répondre quand Oui, même. pas de participant, c'est par monsieur Albi. Ok, bah c'est pas grave, les réponses sont écrites. Ah, c'est bon, vous avez réussi. Allô? Monsieur Albic, non. Bon, on vous entend pas. En tout cas, les questions portaient sur donc la vidéo sur le vrac numérique, sans problème, je vous la transmets. Vous étiez intéressé par l'archivage hybride, on pourrait y revenir. Et sur le format SEDA, est-il prévu en tant que connecteur de sortie pour Discover? Oui, il est effectivement prévu, puisque ça pourra également du coup répondre à la question de Yacine précédemment sur l'archivage dans un autre système. Donc, on exportera ces flux dans un format SEDA ou un autre. Et le SEDA est censé être un format normalisé qu'un système d'archivage doit savoir interpréter. Vraiment. Donc voilà, pour le SEDA. Pour l'archivage hybride, l'archivage hybride, on en a un petit peu parlé. Donc, je ne sais pas si vous êtes intéressé par un sujet en particulier, mais sur le principe, je vais essayer de vous montrer. On gère les archives papier dans la même solution, hein. C'est juste que là, je m'étais focalisé sur la partie électronique. Et donc, on voit ici que je me suis connecté en tant qu'administrateur et j'ai d'autres fonctions disponibles pour la saisie. Donc ici, je peux définir mon niveau de description de mes archives papier. Donc, je pourrais aller au niveau document. Généralement, on s'arrête au niveau dossier, voire au niveau boîte. Et effectivement, dans la dernière version, on a rajouté un niveau container qui permet aussi de gérer des containers dans lesquels on va mettre des boîtes. On va conditionner des boîtes. Et donc, pour chaque objet, de la même manière, on va avoir une description à réaliser. C'est exactement le même principe, sauf qu'on n'aura pas forcément de pièces jointes associées, puisque ce sont des archives papier. Malgré tout, vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes électroniques, donc qui sont soit finalement le scan du document papier, ou bien tout simplement un document annexe qui vient décrire l'archive papier. On a eu certains clients qui ont pris des photos des boîtes, par exemple, des photos des boîtes et les ont associées à la fiche. Du coup, quand ils recherchent une fiche, ils peuvent consulter la photo qu'ils avaient prise de la boîte en question. Et donc, on retrouve pareil, hein, la même cinématique de description par typologie. Et ensuite, on a les fonctions de conditionnement de ces archives, donc d'association de boîtes à des versements, de dossiers à des boîtes, etc. Je peux vous illustrer ça par exemple ici. Je peux associer ici sur la droite, j'ai ma liste de mes boîtes, de mes dossiers papier que je peux associer à des boîtes d'archives que j'ai créées précédemment et dont je détermine également la dimension. Et cette dimension va être utilisée lors de la localisation en magasin pour gérer l'espace en mètres linéaires. Donc on voit que cette boîte, par exemple, possède déjà 2 dossiers qui sont ici. Si je veux affecter les 2 dossiers restants ou même un seul à ma boîte numéro 3, voilà, je peux le faire comme ça. J'ai pas sélectionné d'éléments. OK. Voilà. Et du coup, je vais associer mes dossiers à mes boîtes. Je vais associer mes boîtes à mon versement. Donc là, ici, j'ai déjà un versement avec une boîte. Et lorsque j'ai fait ça, donc là, on voit que mon versement est en cours de saisie. J'ai la possibilité d'imprimer un bordereau de versement. Donc, il va reprendre le détail du contenu de la boîte. Alors là, on pourrait mettre un code à barre à la place du numéro pour gérer ça sous forme de code à barre. Et ensuite, comme je le disais dans le slide précédent, on peut faire une demande de validation si par exemple à l'archiviste. Donc là, ça va déclencher un workflow qui est pré-paramétré et l'archiviste va recevoir dans ses tâches à traiter ici le versement à valider. Et donc, il va pouvoir comme ça avoir accès au versement, aux boîtes qui sont contenues dans ce versement,
Ici, on a un aperçu du workflow qui est préparamétré, hein. Donc ici, l'archiviste peut valider ou refuser, et là, le service versant devra corriger, etc. Ah, mon écran n'est pas partagé, c'est pas vrai. C'est problématique. Il y a une personne qui voit plus ta présentation. Ouais, c'est ce qu'on me dit, c'est bizarre. Afficher l'écran. Changer de présentation. C'est moi. Montrer mon écran. Ah oui, effectivement, il est parti. Oula, ok. Donc vous n'avez pas vu tout ce que je disais. Ok. C'est pas grave. Là, vous voyez maintenant, hein, théorie. Donc je disais, merci pour l'info. Je vais vite faire revenir. Donc je disais qu'ici, on pouvait décrire donc plusieurs niveaux, hein, dossier, boîte, versement, etc. Et que la description se fait comme un document électronique. Description d'un formulaire de métadonnées paramétrable auquel on peut associer des pièces jointes. Donc, et là, la typologie est également en lien avec le même référentiel de conservation. Donc, en fonction des contextes, on va décrire au niveau dossier, boîte, versement, voire container. Ensuite, on a des fonctions d'association unitaire, hein, de dossier boîte, ou un espace ici où je peux faire mes saisies et mes associations sur un seul et même écran. Boîte, dossier, ok. Et là, du coup, je peux... Pourquoi j'ai pas mes trucs? Je reviens. Ah oui, parce que je l'ai validé, pardon. En attendant, j'avais avancé dans la démo. Donc là, j'ai plus de versement en cours, mais je peux créer mon versement. Physique numéro 2. J'ai fait ça assez rapidement. Donc là, je peux choisir si c'est physique, électronique ou mix. Et je pourrais ajouter aussi d'autres informations en lien avec mon versement. Donc, par défaut, il y a juste cette information-là. Envoyer. Ça me crée mon versement ici, dans lequel je peux associer mes boîtes. Comme ça. Et pareil pour les boîtes et dossiers. Vous aurez compris le principe. J'ai plus de dossier en cours. Donc je peux en créer un rapidement. Je mentionne juste les champs obligatoires. Donc là, c'est ma typologie en lien avec mon référentiel. Les dates de début, c'est pas obligatoire. Tac. Et j'envoie. Voilà. Là, j'ai mon dossier que je peux associer à la boîte que je souhaite. Voilà. Donc là, j'ai constitué mon inversement. J'en avais déjà un précédemment que je décrivais pour lequel on peut imprimer donc un bordereau de versement. Et donc là, j'ai tous les dossiers, les boîtes qui sont contenus dans mon versement. Et ici, j'aurais pu avoir un code à barre à la place d'un numéro. Et du coup, après, je peux demander une validation au service archive. Alors là, ça, encore une fois, ça va dépendre de l'organisation que vous mettez en place. Qui fait le conditionnement? Est-ce que ce sont les services versants et qui ensuite demandent une validation au service archive? Est-ce que c'est le service archive qui fait le conditionnement ou la description pour le compte des services versants? Tout ça, ça se configure. Toujours est-il, dans le process standard, il y a une demande de validation qui est envoyée. Donc, je vais le faire pour celui-là. Celle-ci est en cours de validation, celle-ci est en cours de saisie. Demander la validation. OK. Et du coup, l'archiviste, lorsqu'il se connecte, il reçoit ici dans ses tâches à traiter les versements qu'il doit valider. Donc, le premier que j'avais fait et le second, il consulte les boîtes associées à ce versement. Et ici, on a une vision du workflow qui est préparamétré, comme je disais. Donc là, l'archiviste peut valider ou demander une correction au service versant. Et l'intérêt, c'est que c'est piloté par le workflow, donc il y a toute la traçabilité qui va avec, il y a toute la collaboration, l'aspect collaboratif avec les services versants, qui, en fonction de leurs droits, accèdent aux différentes étapes. Et comme il s'agit d'un versement d'archives papier, donc là, je conseille que je le valide. Il passe à l'état à localiser. Donc là, je dois localiser mes boîtes. Et c'est ici, dans la nouvelle version, là, je ne suis pas dans la dernière, on va en ajouter la notion de ordre de mission. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, au sein d'un versement, choisir quelques boîtes, créer un ordre de mission sur ces boîtes-là et l'assigner à une personne pour les aspects logistiques. Donc là, ce que je voulais donc là, je suis à l'étape de localisation et donc j'ai tout un tas
en tant qu'archiviste d'actions possibles, et en fonction de mes droits et de l'étape où je suis dans le process. Et par exemple, je peux placer mes boîtes en magasin si je souhaite les stocker en local, dans des sites locaux, hein. Donc ici, j'ai défini toute l'organisation par pays, par étagère, par allée, par étagère, par emplacement, etc. Donc tout ça, ça se paramètre. Et donc, je décide de positionner, voilà, mes objets dans un emplacement. Et là, on va gérer les espaces libres, etc. Et donc là, je sais que cette boîte est localisée à cet endroit. Et vous voyez ici qu'il y a des références tiers archiveurs parce que j'aurais pu, plutôt que les passer en magasin, débuter l'externalisation. Et là, je rentre dans un process d'envoi de ces archives à un tiers archiveur. D'accord? Donc là, j'ai simplement terminé. Si je regarde juste, c'était la boîte 2. Terminé. Voilà, donc là, ça disparaît et donc là, ma boîte est archivée, localisée. Et ensuite, en recherche, j'ai accès à des fonctions de recherche sur les dossiers, les boîtes, les versements. Donc si je recherche ma boîte numéro 2, voilà, je sais qu'elle est qu'elle est localisée ici. Si elle était archivée à l'extérieur, j'aurais la référence du tiers archiveur, etc. Et la date d'élimination prévue, avec le nombre de dossiers que ça correspond. Et un utilisateur, s'il souhaite faire une demande de communication, il peut sélectionner soit la boîte, soit le dossier qu'il souhaite consulter et ajouter ça à une demande de prêt. Et donc là, l'archiviste, pareil, va recevoir cette demande, va la valider, va extraire la boîte ou le dossier demandé. On gère bien sûr l'état de communicabilité de la boîte. On définit un nombre de jours pour gérer les relances, hein, pour les réintégrations. Et puis, on valide la demande. Oh, c'est pas bon. Et donc là, la demande est envoyée, pareil, au tiers archiveur, selon le même principe de validation des versements. Donc ici, on retrouve les 3 process dont je parlais au tout départ qui sont pré-paramétrés par défaut dans la solution. Donc le processus de versement, le processus de prêt et le processus d'élimination. En l'occurrence, j'en ai pas. Peut-être que sur une autre démo, j'en ai une. Je vais voir ça tout de suite. En tout cas, vous avez compris le principe. Voilà. Tac. Je regarde juste maintenant. Je ne veux plus. Donc là, c'est bon. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Ok. Donc là, c'est pareil, mais je suis sur une autre démo. J'ai plus de versements, j'ai pas de prêt, mais j'ai des éliminations, voilà. Alors les éliminations, ce sont pareil une liste qui est alimentée automatiquement par la solution. Là, vous voyez, génération automatique des chronos d'élimination. C'est un ensemble de documents à éliminer, pardon. Et donc le système, de manière quotidienne, va interroger la solution pour savoir quelles sont les archives à éliminer. Et donc après, ça passe par un processus pareil de validation de l'élimination. Et donc là, on peut choisir le sort final à appliquer pour chacune des archives. Est-ce que je veux prolonger la conservation? Est-ce que je la valide? Est-ce que je la refuse? Est-ce que je prolonge ici la validation avec un motif? Je peux définir qui doit valider l'élimination. Est-ce que c'est le service versant? Est-ce que c'est le service archive? Et tout ça est piloté, pareil, par un autre workflow pré-paramétré afin d'éliminer au final, d'exécuter au final la destruction. Et on gère bien sûr les bordereaux d'élimination, etc. Donc, je ne sais pas si j'en ai, j'ai pas forcément prévu de rentrer dans ce détail. Non, bon, je n'en ai pas forcément. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a 3 workflows pour gérer les validations des versements, les demandes de prêt et les demandes d'élimination. Sachant que pour les archives papier notamment, un utilisateur qui a les droits, suite à une recherche, bon, c'est électronique, c'est pas grave, a ici un menu pour demander, au même titre qu'une demande de prêt, il peut effectuer une demande de gel pour geler les archives, ou il peut
ajouter à un chrono d'élimination. Donc, on peut demander l'élimination par anticipation des archives et ce sera soumis, bien sûr, à validation du responsable en question. Donc, le principe est toujours le même, c'est que je verse des archives. Ensuite, j'ai des fonctions de recherche et sur ma liste de résultats, j'ai un certain nombre d'actions possibles comme pour gérer l'élimination, les gels, les sorties définitives, les demandes de prêt ou imprimer tout simplement des étiquettes code à barre en lien avec les archives. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur la partie gestion des archives papier ou hybride en tout cas, enfin mixte. On va plus parler d'archives mixtes que d'archives hybrides. C'est-à-dire que la capacité à gérer à la fois des archives papier ou électroniques. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc voilà, non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça c'est bon. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a un peu débordé sur le timing en plus, mais c'est pas très grave. Il me reste plus qu'à vous remercier pour avoir assisté à cette présentation. J'ai bien noté de transmettre le lien vers le vrac numérique. Je pourrais l'envoyer aux différentes personnes. Hein. J'enverrai à tout le monde. Donc, du coup, vous aurez un lien pour regarder cette vidéo qui explique précisément ce qu'on fait sur le vrac numérique. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Est-ce que je peux avoir votre email? Bien sûr. Alors, mon email. On vous le communiquera également avec l'envoi du lien. Vous aurez mon email dans l'envoi du lien sur la vidéo. Donc voilà, donc c'était vraiment une introduction à la solution. Hein. S'il fallait rentrer dans le détail de chaque fonctionnalité, vous comprenez qu'il faudrait bien plus de temps. En tout cas, si vous êtes intéressé par des sujets en particulier, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou solliciter Christine. On pourrait organiser d'autres réunions, d'autres meetings sur des sujets particuliers qui vous intéressent pour approfondir un peu le sujet. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.